En l'an 1842, alors que le vent traînait encore en traversant les champs de la paroisse de Dogwood, 3 sœurs vivaient au bord d'une crête aveuglée par le sel, où aucune route ne passait et aucune carte n'osait dessiner. La maison était haute, étroite et en pente, toujours à gauche, comme si pour espionner la terre. Les habitants l'appelaient la Carway House, bien que personne je me suis souvenu pourquoi. Aux sœurs Ununises, et Merbe ne devaient jamais être vues séparées, toujours vêtues de deuil noir, toujours avec des paniers d'herbes ou chiffons trempés dans des appâts. Quand un enfant sortait de perles ou qu'une mère saignait trop, ce n'était pas le médecin du village qui venait à cheval, mais l'un des œufs. Pieds nus et sans voix, parcourant toute la distance avec un sac en lin en bandoulière. Les Carway n'ont jamais frappé à la porte, ils viennent d'arriver et une fois à l'intérieur, ils ne sont jamais partis tant que tout n'était pas fini. Certains disent qu'ils chuchotaient des prières dans des langues plus anciennes que les collines. D'autres disent qu'ils n'ont jamais parlé. Avant de continuer, dites-nous d'où vous venez vous regarder et quelle heure est-il là-bas en ce moment. Laissez-le dans les commentaires. La première trace de sa présence ne provient d'aucun recensement ni d'aucune liste des églises, mais tirée d'un livre funéraire conservé dans une boîte rouillée au pied d'une croix blanchie à la chaux. Il ne contenait que les prénoms et les causes. Elisa, rupture de l'utérus. Charité, accouchement violent. D, saignée à mort. Chaque entrée était suivie de 3 initiales. EC. Finalement, il est difficile d'ignorer le modèle. Là où allaient les Carroway était souvent suivi de morts, non violentes, mais lentes et solennelles, réservées à ceux qui sont restés trop longtemps entre l'ici et le non. Pourtant, les familles ont imploré son aide parce que peu importe ce que cela coûtait, les bébés sont revenus en respirant ou la plupart d'entre eux l'ont fait. Un hiver, un fermier du nom de John Bray a affirmé que son fils n'avait pas pleuré pas une seule fois depuis la naissance. Il a dit que l'enfant regardait le jour et la nuit avec des yeux qui ne clignotaient pas et une bouche qui ne bougeait pas. Quand j'ai essayé d'emmener l'enfant à l'église pour le baptiser, j'ai trouvé la pile sèche et le autel couvert de mouches mortes. Au printemps de 1843, les chuchotements ont pris racine au bord de la place du marché, à l'ombre du vieux puis en pierre de la ville. Les mères ont commencé à raconter des histoires dans voix basse, avec des mains tremblantes sous les châles. L'une a affirmé que son bébé n'avait pas il dormirait s'il n'était pas bercé de sel. Une autre a dit que sa fille pleurait du sang à crépuscule jusqu'à ce que les Carroway reviennent et déposent un roseau sec sous son oreiller. La femme du prédicateur, qui avait perdu 2 enfants à cause des fièvres, il jura avoir vu Héroï dans son jardin à l'aube, enterrer quelque chose sous le saule, un paquet enveloppé de cheveux et de cordes. Lorsque le confronté, Chi sourit et dit « Cela empêchera les esprits de ronger ». Personne je savais s'il parlait des morts ou des vivants. Après ça, personne il a de nouveau parlé à la femme du prédicateur. Il a quitté la ville en 1 semaine, marmonnant que son bébé n'avait pas d'ombre et ne prononçait pas le nom du monsieur. La cloche de l'église a cessé de sonner cet été-là, non pas à cause de la rouille ou de la taue, mais parce que la corde avait été coupée. Personne n'a admis l'avoir vue, mais beaucoup se méfiaient des voies rapides. Ils n'ont jamais été vus dans les métiers, jamais ils se sont agenouillés, ils ne se sont jamais croisés, ils n'ont jamais récité de vers. Cependant, lorsque la maladie a ravagé la municipalité, lorsque la fièvre des cendres a pris 12 en 1 semaine, un Carway Unis a été le premier à apparaître dans tous les portes, plaçant des bols d'écorce de troupeaux sous les lits, marmonnant aux malades comme si elle parlait avec quelque chose qu'elle seule pouvait entendre. Les malades qui survivaient a décrit la même chose, le bruit de sabots lointains qui résonnait dans leur fièvre et une main froide appuyant sur leur poitrine, tenant quelque chose qu'ils étaient à l'intérieur. Le médecin a appelé ça un délire massif. Le prêtre blasphème, mais les giseurs l'ont appelé nécessaire. Le voile est affaibli lorsque le corps s'abrûle. On a entendu un unici dire une fois. Et certaines choses ne devraient pas arriver. Une nuit au début du mois d'août, un garçon nommé Lévi Donald s'est approché trop près de la maison du Carvy. Son frère aîné l'avait défié de frapper à la porte juste une fois et s'enfuit, mais Lévi n'est jamais allé aussi loin. Il est revenu des heures puis, pieds nus et silencieux, avec une chemise trempée et un œil tourné vers à l'intérieur. Il ne voulait pas parler, pas même quand sa mère le secouait, pas même quand le médecin du village agitait de la fumée sous son nez, seulement lorsque le prédicateur pressa la tête avec la paume de sa main, Lévi murmura quelque chose, un mot, une complainte. Le lendemain matin, ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Aux quelques jours, sa famille a quitté la ville.
Quand les voisins cherchaient des empreintes de pas dans la colline, ils n'ont trouvé qu'une série de petites empreintes de mains coincées dans la terre devant la barrière de l'allée, trop petits pour appartenir à l'une des sœurs, mais profonds, comme si qu'ils se seraient enfoncés dans la terre et auraient attendu. Cet automne, là, les feuilles ont refusé de tomber. Les arbres s'accrochaient à leurs fragiles cimes brunes alors que l'air s'épaississait avec quelque chose qui n'était même pas de pourriture ni de fumée. Le bétail avortait par paires et les corbeaux restaient plus de temps que prévu. Et en dessous de tout cela, les carueilles ont continué leur travail. Une mortinescence dans le verger du sud, un trou près de la rive du fleuve. Chaque ils sont arrivés avant d'être appelés. Certains ont commencé à croire qu'ils pouvaient sentir la proximité d'une naissance, comme des chiens avant une tempête, comme les loups qui traquent le sang sous la neige. Une fille nommée Élise, qui avait perdu sa voix à cause de la foudre, elle a donné naissance à des jumeaux sous Elle prend soin de toi. Elle a dit que les sœurs ne l'avaient pas touchée une seule fois, qu'elles s'asseyaient tranquillement autour de son lit et fredonnaient en harmonie à trois des voix, jusqu'à ce que la pièce soit trop éclairée pour voir. Les enfants, ils sont nés les yeux ouverts. L'un d'eux n'a jamais pleuré, l'autre a gardé souri. Pendant 6 semaines, le conseil municipal s'est réuni en secret après l'arrivée du gel. 4 hommes et 2 veuves réunis sous les lames de parquet de la chapelle, chacune avec une liste de noms, ceux qui avaient souffert des naissances étranges, ceux qui étaient tombés malades, ceux qui avaient vu des choses qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Toutes les listes se terminaient par un nom de famille, Carroway. Le prédicateur qui les avait autrefois défendus refusait maintenant de parler à haute voix quand sa maison a été mentionnée. Dieu tourne son visage, murmura-t-il les yeux fixés sur un nœud dans la forêt. Le conseil acceptait une visite. Dans le signal par gratitude, seulement 2 sont revenus. Le troisième, un tanneur nommé Joël Minton, a été vu pour la dernière fois entrant dans la barrière de l'allée au crépuscule, portant un petit sac de fleurs de saule et une offrande de paix sous forme de laine d'agneau. Le sac a été retrouvé plus tard par le ruisseau non ouvert. Ses bottes étaient sur le perron, au sec malgré la pluie. À la fin de cette année, les naissances étaient presque inexistantes. Les champs étaient en jachère, non pas à cause de la sécheresse, mais à cause de la peur. Les couples gardaient leur distance chez eux, murmuraient les mères avertissements à ses filles et personne n'osait regarder trop longtemps un enfant dont les traits changeaient subtilement avec les saisons. La maison de la Carroway est devenue plus silencieuse, la fumée de sa cheminée moins fréquente. Cependant personne ne croyait qu'ils étaient partis. Certains ont dit qu'ils dormaient sous terre, sur des lits garnis de plumes arrachées à des cygnes noirs. D'autres croyaient qu'ils attendaient un nom qui débloquerait quelque chose de vieux et d'inachevé. Dans la soirée, un étranger est arrivé à cheval en traînant de la poussière de 3 comtés. Il portait une lettre scellée avec de la cire et une croix sculptée dans du bois brûlé. Quand arrivé au sommet de Carroway Hill, son cheval refusa de faire un pas vas-y. L'homme a mis pied à terre et a marché seul le reste du chemin. Le soleil, il est apparu rouge le lendemain matin. Ni l'homme ni la croix n'étaient vus. Au début de 1844, il y eut une sécheresse venant de la sud, assez sec pour fissurer l'écorce et blanchir les os dans le champ. Les puits ont été vidés sans avertissement. Les grenouilles ont disparu. La pluie a cessé de se nommer. Mais sur la crête au-dessus de la paroisse de Dogwood, le jardin de Carroway était luxuriant, envahi par les mauvaises herbes, bourdonnant d'insectes que personne ne pouvait nommer. Racines des pales arrivaient, à travers les poteaux de clôture. Fleurs de la couleur de l'échymose, ils se sont accrochés à des tiges tordues et les fruits se sont égouttés pour former un sirop qui s'attachait à la pierre. Quand un écolier s'est trop approché, attiré par l'odeur de quelque chose de sucré et pourri, il revint avec les paumes de main boursouflées et un fragment de dent coincé dans la cheville. Il a déclaré que les vignes bougeaient d'elles-mêmes, respiraient, murmura-t-elle. Il savait que il était là. Le médecin a exclu qu'il s'agisse de fièvre solaire, mais la mère du garçon il a quitté la ville 1 semaine après s'être réveillée et avoir trouvé la porte de son maison clouée de l'extérieur et les rideaux tordus en nœuds qui éplaient le nom de votre enfant. Cette même saison, une sage-femme du Clark Hollow voisin, il est venu en ville à l'improviste et a demandé les voitures. Son arrivée a causé agitation. Personne n'avait prononcé le nom des sœurs à haute voix depuis des mois, pas depuis que la crête est devenue silencieuse. Elle portait une coiffe jaune et une coffena de cuivre attachée avec une corde de chanvre, insistant sur le fait qu'elle avait été appelée par lettre pour aider à une naissance difficile. Aucune lettre de ce type n'a été trouvée et personne n'a admis de l'avoir envoyée. La sage-femme continuait quand même,
passant le sentier des crêtes comme dessiné par quelque chose de plus ancien qu'une invitation. 2 jours passèrent. Le 3e matin, le chien du prédicateur a été retrouvé sur les marches de la chapelle, écumant et boitant, avec de la fourrure marbrée de trépointes rouges en forme de doigts. Le pot de cuivre est apparu sur le lit du ruisseau, déformé et assombri comme s'il avait été brûlé à l'intérieur. La sage-femme n'est jamais revenue, mais les voisins ont affirmé avoir entendu 3 voix chanter depuis la crête cette nuit-là, à laquelle elle a été rejointe par une 4e, plus mince, plus nette et pas tout à fait humaine. C'est M.V. Carway qui a commencé à se présenter seul, toujours le plus jeune, toujours le qui marchait un pas derrière. Un matin, elle est arrivée au village couverte de le brouillard, avec le tablier taché de quelque chose entre la rouille et le vin, les yeux flous et sans cils. Il s'est arrêté devant la poste et il fixa le mât du drapeau jusqu'à ce que le soleil se lève. Lorsque le commerçant a essayé de la saluer, il murmura un seul mot, « mesure ». Et il se retourna et s'éloigna. Personne ne l'a suivi. Le même jour, 3 hommes ont découvert une rangée de symboles gravés sous le plancher de l'école, chacun identique au précédent, des cercles concentriques autour d'un œil brut. Le professeur, il a insisté sur le fait qu'il ne les avait jamais vus. La semaine suivante, il est parti sans être payé son salaire. Son remplacement a duré moins d'1 mois, affirmant que l'ACS du tableau noir il écrivait des noms à volonté, des noms d'enfants qui n'étaient pas encore nés ou qui n'étaient jamais nés. Mévette des arbres. Le prochain à apparaître était un Eunice Carway qui est entré dans la cour pieds nus du forgeron un matin brumeux, bien avant la première cloche de l'accouchement. Ses mains étaient enveloppées de gaz, mais les manches étaient propres. Avec la voix firme a demandé des clous, pas des clous en fer à cheval ou en cercueil, mais un nombre très précis. 41. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a répondu « Pourquoi ?» Quand ils ont demandé pourquoi, il a répondu « Un pour chaque respiration qu'il ne devrait pas respirer ». Le forgeron les lui a donnés gratuitement, mais il n'a pas dormi cette nuit-là. Sa femme il a avoué plus tard qu'il s'était réveillé en hurlant, se grattant la poitrine, insistant sur le fait que quelque chose martelait à l'intérieur de ses côtes. Il est décédé 3 jours plus tard sans blessure et aucune cause connue. Puis les clous ont été retrouvés sous son oreiller disposé en forme de berceau. Le médecin local l'a appelé chagrin, le révérend jugement. Mais ceux qui se souvenaient de la façon dont l'ONU gardait le silence, ils savaient que ce n'était pas comme ça. Il n'était pas venu pour demander de l'aide, mais pour lui rendre ce qui lui était dû. Une semaine ensuite, un garçon est né à la périphérie de Wethersfield, bien que personne n'ait vu le Jacouche. La mère, une fille tranquille nommée Maillard Pearl, avait disparu de la ville quelques mois plus tôt. Il aurait erré dans les bois proches de Caraway-Riche après les funérailles de son père. Elle est revenue pieds nus et stupéfaite, portant dans ses bras un bébé enveloppé dans des couches avec la peau trop pâle et ses cheveux trop fins pour attraper le vent. Il a dit non, elle se souvenait de l'accouchement, seulement du bruit d'une respiration qui n'était pas la sienne. Et lorsqu'on lui a demandé le nom du garçon, il a répondu « Il en a déjà un ». Il le fera, ils ont mis. Le bébé ne pleurait pas ou n'allaitait pas, il regardait juste. Au bout d'une semaine, la maison de Pearl se tut. Les rideaux sont tirés, la cheminée encore. Un voisin qui s'est penché par la fenêtre a juré que le bébé était déjà, il n'était pas dans le berceau, mais assis debout à la table, regardant fixement la famille pendant qu'il priait. À partir de ce moment, personne n'est entré dans la maison. À la fin du mois, il était vide. Quand Esther Carway est revenue, elle ne l'a pas fait à pied, mais en feu. Des témoins de l'autre côté de la paroisse ont affirmé avoir vu un étrange lueur dans la couronne de la crête juste après minuit. Orange constant, trop lumineux pour une lampe de poche ou une cheminée, mais pas de fumée, pas de cendre, juste le bruit du fer qui crisse contre le fer. Rythmique et délibéré, comme le dessin des ciseaux sur l'os à l'aube. Elle se tenait au centre de la place, pieds nus avec l'ourlet de sa jupe trempée et raide. Il tenait un paquet enveloppé dans du linge funéraire et le plaçait à la base du puits. « Il appartient à la terre maintenant », dit-elle d'une voix saccadée comme un vieux rouleau. Personne n'a osé le déballer, mais les mouches ils sont venus vite et vite. À la tombée de la nuit, la balle avait disparu et à sa place se trouvait un cercle parfait de terre glabre. Alors je ne grandirai pas herbe. Un enfant qui a marché dessus quelques jours plus tard est sorti les dents serrées et non il les ouvrit à nouveau, pour ne pas manger, pour ne pas parler, pour ne pas crier. Celui-là l'hiver, le silence s'est répandu plus vite que la neige.
Les mâles sont partis pour arriver. Les routes ont disparu sous les congères, bien que personne ne se souvienne de la chute d'un seul flocon. La cloche de la chapelle, longtemps réduite au silence, sonna de nouveau, bien que sa corde il n'avait jamais été réparée. Tous les soirs, à 3 heures, une seule note retentit par toute la paroisse de Cornouillé, grave et creuse comme le souffle d'un mourant. Le bétail a donné naissance à des portées mal formées. Le lait est devenu aigre dans le pâle et sans cependant, les sœurs Carouet ont été vues plus souvent que jamais, marchant fil unique à travers les bois, avec des peaux de cire couleur os et des balles de tissu cousu avec des symboles que personne ne pouvait déchiffrer. Un révérend itinérant qui a tenté d'intervenir a disparu sur la crête, ne laissant derrière lui que son des bottes et une page déchirée de son journal. Il y avait 5 mots griffonnés dessus, ce ne sont pas seulement des sages-femmes. La page a ensuite été retrouvée scellée derrière le croix de la chapelle, tachée d'un anneau de ce qui semblait être du sang ombilical. En hiver, le canton avait commencé à se vider, pas dans un envol soudain, mais dans une lente érosion. Les familles ont emballé les wagons au crépuscule, les enfants sortaient du lit avant l'aube. Les rideaux, ils se balançaient aux fenêtres ouvertes, pas d'adieu, pas de signe, juste une absence. La maison du Carouet est restée intacte. Allongée immobile sur sa colline sombre, avec les fenêtres sombres et la porte entr'ouverte, comme si elle attendait quelqu'un qui attend à la maison depuis longtemps. Un prêtre itinérant qui passait par là, il s'arrêta à la chapelle pour célébrer la messe, mais rencontra que l'autel avait disparu et que le crucifix était à l'envers. Suivi d'un sentier de plumes jusqu'à la crête et n'est jamais revenu. 3 jours plus tard, son cheval elle est arrivée au village avec sa crinière tondue et ses yeux arrosés de sel. Le même soir, 3 enfants sont nés dans la paroisse, aucun d'entre eux de mère connaissance. Ils ont été laissés enveloppés dans des couches sur le seuil d'une porte, sans une autre marque qu'un petit point à la base du cou, emmêlé de poils. Les villageois les ont enterrés. La terre a refusé de résister au dégel de début 1845. Un nouveau son commença à résonner dans le Cresta la nuit. Pas le cri des coyotes ou le bruissement des arbres pour se briser sous le gel, mais un bourdonnement bas, délibéré et stratifié, presque corail. Se levait de la maison du Carvi, juste après la 2e la cloche sonna, et cessa précisément avant l'aube. Ceux qui l'ont entendu ont dit se sentir comme si quelque chose leur était arraché. Souvenirs, Moël, Souffle. Un homme, en proie à la curiosité, il s'approcha de la falaise avec du coton dans les oreilles et un crucifix planté dans la poitrine. Il retrouvait quelques heures plus tard dans sa grange, nu de la taille aux pieds, avec le main jointe en signe de prière et bouche pleine de lavande séchée. Il a vécu 3 des jours de plus, répétant une seule phrase à sa femme en deuil. Ce n'était pas chanter, c'était coudre. Quand il est mort, toutes les bougies du village, ils clignèrent des yeux une fois puis brûlèrent avec une flamme bleue jusqu'à ce que la mèche soit il s'évanouit dans le silence. Ce printemps-là, une nouvelle famille est arrivée à l'extérieur de l'effondrement de la municipalité. Les commerçants en apesanteur, venant de ce dernier, a élu domicile dans un presbytère abandonné près de la champs extérieure. Ours pour prendre racine, ils ont rouvert l'école et a invité les voisins à dîner. Dans sa 2e semaine, sa fille Major, Myriam a trouvé un paquet enveloppé dans une peau cirée sous elle lit. À l'intérieur se trouvait une tresse de cheveux blancs attachée avec de l'asclépiade et une note écrite en italique tordu. Le premier souffle ne doit pas être gaspillé. Cette nuit-là, sa mère a brûlé la tresse sur le poêle. Le poêle a éclaté. Non, il y avait du feu, seulement de la fumée, épaisse et douce comme du sel, qui se répandait sur le mur en forme de 3 mains ouvertes. Le lendemain matin, Myriam n'était plus il l'était. Ses bottes étaient soigneusement placées sur le rebord de la fenêtre avec les lacets trempés chéris. Lorsque l'apesanteur a demandé autour de lui, les villageois ils ont juste baissé les yeux. Personne n'a offert d'aide. Personne n'a prononcé le nom des sœurs. Plus maintenant. Les habitants sont revenus à leurs anciennes habitudes. Les portes étaient marquées avec du sang d'agneau. Les Bibles étaient gardées sous les oreillers et les miroirs étaient recouverts avec un sac du crépuscule à l'aube. Les enfants n'apprenaient plus à prier, mais comptaient à rebours, se mordre la langue pendant les tonnerres et cracher quand le vent changeait de direction. Cependant, la présence du Carouet s'épaississait. Il y avait des empreintes de pas dans la cendre sur lesquelles personne n'a marché. Les berceaux ils se balançaient seuls.
On disait qu'un nouveau-né nommé Tobias chantait dans son sommeil des berceuses étranges dans une langue qu'aucun vieil homme ne pourrait nommer. Quand son père il a essayé d'enregistrer la mélodie sur du papier de portée, son stylo s'est cassé en saignant, encre en forme de berceau. Tobias a été enterré 2 semaines plus tard, mais pas pour cause de maladie. Elle avait disparu de son berceau. À sa place se trouvait un monticule de argile de rivière, encore humide, avec l'impression d'une bouche enfoncée dans son centre. La sage-femme qui a préparé les funérailles a quitté son poste. Ce même nuit, elle est allée pieds nus dans le marais et n'a jamais été revue. Au milieu de l'été, les oiseaux avaient cessé de chanter. Pas un corbeau, pas un muguet, juste un silence lourd et large. Les sœurs bon sang, qui sont maintenant seulement ils virent 2 par 2, se déplaçant comme des ombres à travers les champs entre les rangées, toujours avec des paniers trop immobiles pour se balancer. Un fermier nommé Caleb, en charge de gardant un œil sur le grain, il a affirmé avoir vu une unise repliée jusqu'à la taille dans le tige au crépuscule avec les bras tendus. Il a observé pendant presque 1 heure où les corbeaux se posaient un à un sur elle le long de ses épaules, ses bras, sa tête. Quand il a cligné des yeux, il n'a pas bougé. Ils étaient partis, et elle aussi. Il revint à la maison la bouche pleine de plumes noires. Je ne pouvais pas pour dire un mot, je ne pouvais pas pleurer. Il était juste assis là à respirer lentement, les plumes glissant un entre ses lèvres. Le même après-midi, la cloche de la paroisse est tombée de son tour sans avertissement. Pas de vent ni de secousse, juste un gémissement soudain de fer. Puis le silence et un cratère à l'endroit où la cloche a sonné le terre avec la forme étrange d'une main ouverte. Au fil de l'année, la maison des Carouet est restée vide, du moins c'est ce que les gens croyaient. La lumière des bougies n'a pas cligné des yeux, les empreintes de pas n'ont pas marqué le gel, mais un arôme chaud, comme celui du lait laissé trop longtemps sur le lin, est resté dans le vent. Les enfants qui sont nés à cette saison étaient silencieux, étrangement silencieux. Ils n'ont jamais pleuré, ne se sont jamais plaints, juste ils regardaient avec leurs grands yeux sombres. Leurs mères les ont bien abrités, refusant d'eux pour les emmener à la chapelle. Une mère qui l'a essayé a affirmé que l'eau du baptême s'est transformée en vapeur. Une autre a dit que la peau de son fils était-il été boursouflée sous la croix. Les histoires de jumeaux nés sous la même lune, mais ils respiraient de manière désynchronisée. D'une fille qui ne faisait que pleurer du sang quand la crête faisait face à l'est, des enfants chuchotaient tout en ils dormaient. La dernière fois que les sœurs ont été vues, c'était par les mésales au crépuscule, immobiles comme des épouvantails, les bras enroulés autour dans des couches derrière eux. Quelque chose bougeait entre les tiges, plus haut que n'importe quel homme, et respirant non pas avec les poumons, mais avec la mémoire. Septembre a apporté avec lui une récolte que personne n'a touchée. Le maïs poussait en spirale serrée et tordue. Les citrouilles s'ouvraient avant d'être mûres, montrant des veines au lieu de graines. Même le blé est devenu cassant, craquant sous les pieds comme un os. Au bout du champ, là où le sol n'avait jamais donné plus que de la pierre, une nouvelle récolte a vu le jour. Tiges grands avec des glands rouges veloutés qui, une fois coupés, pleuraient un liquide clair et doux. Personne ne prétendait les avoir plantés, mais chaque matin ils apparaissaient plus. On pouvait voir les voitures marcher dans les rangées en silence, traînant quelques ciseaux à longs manches qui ne rouillent jamais. Une jeune femme nommée Bethany Lone, curieuse et intrépide, elle a volé l'une des tiges au clair de lune et s'est préparé un thé avec ses feuilles. Sa mère l'a retrouvée 3 jours plus tard dans le verger, assise droite dans sa robe de mariée, ses cheveux parfaitement tressés et le main entrelacé autour d'un bouquet de mousse. Il les avait cousus, il souriait la bouche ouverte et chaque dent avait un nom gravé sur le émail. Aucun d'eux n'était à lui. Le brouillard d'octobre ne s'est pas dissipé. Il s'est installé dans le paroisse, assez épaisse pour engloutir les pas et étouffer les leçons des marteaux et des hymnes. Le temps commençait à se perdre. Les horloges ils étaient en retard, les coqs chantaient au crépuscule et les tombes devenaient froides même à la lumière du jour. Quand Marthe Carouet a été vue en train de marcher pieds nus le long de la rive du fleuve, pressant sa paume encore et encore contre l'eau, personne n'osait appeler là. Les enfants ont affirmé entendre des berceuses provenant des puits et des égouts. Une fille a disparu pendant une demi-journée et est revenue sèche, mais avec ses ongles ramollis, comme s'il avait été sous l'eau pendant des années. Il ne reconnaissait plus son propre nom, elle n'a répondu qu'en tant que petite et a insisté sur le fait qu'elle n'était pas encore née. À la périphérie du village, du jour au lendemain, un registre est apparu de la sage-femme clouée à la porte de la chapelle. Dans sa dernière entrée,
Il n'y avait même pas le date ni le nom de la mère, juste un endroit marqué d'Éouin sous le côte. Cette nuit-là, les fenêtres de la chapelle saignaient de sève et les bancs, ils se sont retrouvés tournés vers les murs. Alors qu'ils passaient le Hanné, la maison de l'allée est restée vide, du moins c'est ce que les gens croyaient. La lumière de les bougies ne scintillait pas, les empreintes de pas ne marquaient pas le gel, mais un arôme chaud, comme celui du lait laissé trop longtemps sur le lin, il est resté dans le vent. Les enfants nés à cette époque étaient silencieux, étrangement silencieux. Ils n'ont jamais pleuré, ne se sont jamais plaints, juste ils regardaient avec leurs grands yeux sombres. Leurs mères les ont bien abrités, refusant d'eux pour les emmener à la chapelle. Une mère qui l'a essayé a affirmé que l'eau du baptême s'est transformée en vapeur. Une autre a dit que la peau de son fils était-il été boursouflée sous la croix. Les histoires de jumeaux nés sous la même lune, mais ils respiraient de manière désynchronisée. D'une fille qui ne faisait que pleurer du sang quand la crête faisait face à l'est, des enfants chuchotaient tout en ils dormaient. La dernière fois que les sœurs Carouet ont été vues, c'était par les mésales au crépuscule, immobiles comme des épouvantails, les bras enroulés autour dans des couches derrière eux. Quelque chose bougeait entre les tiges, plus haut que n'importe quel homme, et respirant non pas avec les poumons, mais avec la mémoire. À la fin de 1846, la paroisse de Cornouillé n'apparaissait plus sur les cartes du circuit. Les cavaliers la dépassaient sans s'arrêter, ne marquant qu'un tronçon de crête vierge, là où il y avait eu des lignes tracées auparavant, des noms de parcelles et chapelles avec bancs enregistrés. Les arpenteurs envoyés d'Augusta signalaient que le sol était mou et impropre à la construction de fermes, mais aucun ne pouvait expliquer le contour des poteaux de clôture. Ni les chemins étroits qui menaient dans les sous-bois, encore chauds après la passe. Les quelques familles qui y sont restées l'ont fait en calme pour ne faire peur à personne. Aucun jardin n'a été planté cette année-là. Les offices religieux cessèrent sans que rien d'officiel ne soit dit, mais la fumée était toujours sortant de la cheminée du Carouet House, tordue et calme, s'élevant à travers un brouillard qui refusait de se dissiper. 3 fenêtres, il clignait des yeux sans rythme connu de l'homme. D'abord un, puis 2, puis aucun. Pendant des jours, ceux qui sont restés ont chuchoté que de la nuit au demain apparurent des bols en bois placés à leur porte, sous le salière, sur les poteaux de clôture, toujours remplis d'un liquide noir et glissant qui sentait légèrement le lait maternel et la rouille. On n'a jamais vu ça, ils ont distribué les bols, mais ils sont arrivés sans faute. Certaines familles les verseraient sans demander. Et rien ne se passait. D'autres les ont gardés sans savoir pourquoi, laissant que le liquide coagulerait ou fumerait selon la pièce. Mais un homme, Jacob Fincher, un charpentier sans femme ni parents, a jeté son bol intact à la maison pour un de ses paris. Le feu siffla et frissonna, mais il ne s'alluma pas. Cette nuit-là, il entendit des pas sur son toit, lents, délibérés, plus lourds que ceux de n'importe quel animal, mais avec une érudition qui suggérait quelque chose en attente, comme une femme à la fin de son 9e mois. Il n'a pas dormi. Le matin, son toit était en ruine. Tous les carreaux étaient pliés vers l'intérieur comme s'ils étaient en papier, et tous les déclous étaient pliés vers le ciel, comme s'ils avaient été jetés de l'intérieur. Au centre de son salon se trouvait un berceau en bois de frêne et en cheveux. Dans son à l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'une mer de roses à la racine. Fincher s'est enfui à la nuit tombe avec son chariot rempli de tous les outils qu'il possédait. Il n'a jamais été il revit, mais le berceau resta immobile pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il y a trouvé une souris des champs morte à l'intérieur. Il n'a pas été mâché ou écrasé, simplement la peau creuse intacte, mais dégonflée, comme s'il avait été volé la respiration au lieu de nuire à votre corps. Quand enfin les gens du village, il a pris le courage de brûler le berceau, il a refusé d'apprendre. Pas même le terrain, il adhérait au bois. Elle devait être enterrée et pourtant la terre crachait le lendemain matin, debout et plus propre qu'avant, attendant dans le marche de l'église, où je n'avais rien à faire. Un prêtre itinérant envoyé d'une paroisse voisine est venu enquêter et a tout rejeté par superstition. Il est parti après une semaine en invoquant la maladie. Plus tard, il a reçu un télégramme de Charleston. Il portait une ligne non signée. Il n'offre pas de cadeaux, il délivre des avertissements. Après cela, aucun bol n'est réapparu, mais les vitres de la voie rapide ils ont continué à briller et le vent a commencé à porter le son de quelqu'un qui se balançait sur une chaise que personne ne pouvait voir. Le vent a changé de direction en mars, mais pas comme il le fait avant une tempête. Au lieu de cela, il tournait bas et près du sol, se recroquevillant sous les jupes, se faufilant à travers le défer à cheval, agitant les mèches des bougies pas encore allumées.
Le peuple de l'Allégeant parlait moins. Même les plus audacieux ne passaient plus à la Bois de l'Est, où la crête commençait à s'élever. Cependant, le lesseur de Carouet était vu plus souvent, toujours à distance, toujours en mouvement. Il passait entre des rangées de cultures stériles, des porches abandonnés il y a longtemps, par les lits des ruisseaux qui s'étaient asséchés jusqu'à devenir des bêtas de pierre blanche. Une fois qu'ils ont été vus à genoux autour d'une souche près de la grange de la veuve de l'AMS, avec les têtes prosternées, non en signe de prière, mais de calme parfait, avec les mains penchées sur la terre gelée, comme s'ils écoutaient le battement de cœur d'un cœur dans les profondeurs. Puis vint la naissance, qu'il brisa le silence qui les retenait. Marian Doyle n'était pas parlée depuis le décès de son mari l'année précédente. Elle s'était consacrée à la couture à la lueur des bougies et à fredonner des airs que sa mère lui avait chuchotés dans les hivers rigoureux. Des chansons qui ne contenaient aucune langue, seulement des sons voyelles et respirations. Elle n'était pas connue pour être enceinte. Personne n'avait vu un ventre sous son tablier. Cependant, une nuit, les voisins ont signalé des cris venant de leur cabine, longues, basses et chargées d'autre chose. Ni agonie ni accouchement, mais quelque chose plus comme un avertissement. À l'aube, la cheminée était froide, le porte légèrement entr'ouverte et quelques couches, une humide et une sèche, ils étaient suspendus au loquet de la fenêtre comme des drapeaux de reddition. À l'intérieur, Marian elle était assise sur le lit en se balançant doucement, les yeux fixés sur un bol en bois qu'il avait à ses pieds. Le bol était vide, mais taché le bord de quelque chose de plus sombre que le sang. Sur ses genoux gisait un enfant enveloppé dans de la mousse et attaché avec des épines noires. Le bébé respirait, mais un seul une fois toutes les quelques minutes. Le médecin ne pouvait pas l'expliquer. Le prédicateur ne voulait pas approche-toi. Lorsqu'on lui a demandé le nom du garçon, Marian a chuchoté un syllabe sur un ton qui faisait craquer ses lèvres. Plus tard, un voisin a trouvé un sentier de ficelles et de bourgeons de lavande séchés qui menait du chalet de Marian jusqu'à la crête de Carouet. Il se tordait en motifs, des nœuds qui y reflétaient des berceaux, des dents, des ventres. Une veuve a reconnu le dessin comme un ancien point de protection utilisé par les sages-femmes dans les siècles les plus sombres, destiné à ne pas préserver l'enfant, mais pour éviter sa mémoire. Cette nuit-là, un miroir s'est brisé à l'école sans faire de bruit. 3 oiseaux ont été trouvés sous la fenêtre avec leurs ailes pliées en arrière et la cabine de Marian a brûlé à l'intérieur, bien que l'extérieur est resté intact. Seul le bol était resté dans les cendres, maintenant rempli à nouveau de ce lait caillé noir et à côté une seule note gravée au feu sans chaleur sur les lames de parquet. Pas de nom, ce qui ne devrait pas d'avoir été formé. Ensuite, ceux qui sont passés près de la maison de l'allée ont dit qu'ils avaient entendu fredonner à la inverse, comme si le souffle rentrait dans une bouche qui ne vivait plus. La crête était silencieuse, mais pas de paix, mais de pause. Quelque chose était arrivé et j'attendais. Avec le premier dicton d'avril, la terre sous la paroisse de Cornouillet avait commencé à bouger, pas de façon spectaculaire, pas avec des tremblements ou des fissures, mais subtilement, comme si quelque chose au fond de moi, j'aurais commencé à respirer. Les poteaux de clôture étaient penchés sans raison. Les pierres s'enfonçaient dans un sol qui avait été sec auparavant et sinueux. Les tombes s'inclinaient vers l'avant dans le champ ouest. À l'épouvantail s'est retourné pendant la nuit avec ses bras pliés vers en bas, paumes ouvertes vers le sol et tête inclinée. Personne n'avait l'intention de le déplacer. Quand les enfants ont demandé pourquoi il y avait changé, les anciens ont seulement répondu « parce que quelque chose d'autre regarde ». Celui-là, aucune lampe n'était allumée la nuit. Cela faisait plus d'une semaine qu'un laisseur Carrie, mais chaque matin des signes de leur présence apparaissaient. À chaussures d'enfant cousues à la main. Inutilisées, trouvées dans les chevrons du hangar du forgeron du village. Une ficelle d'ail tressée avec des cheveux collés dessus de la porte d'un prédicateur. Porridge dans un berceau vide, encore chaud. Puis une pierre plate est apparue sur la place du village, gris, polie comme une pierre tombale. Ça n'avait pas de nom, juste un sillon au centre, ça assez large pour qu'un nouveau-né puisse s'allonger dessus. Le peuple du village ne l'ont pas touché, mais le 2e jour, ils ont trouvé une femme blottie à l'intérieur de la fente, ne se souvenant pas comment il était arrivé, pas de chaussures et sans plus de marque qu'un seul mot gravé superficiellement sur l'omoplate. Le mien. Le médecin a essayé de l'arracher, mais la peau a refusé de se séparer. Il a brûlé le j'ai vu. Après cela, la femme a été accueillie par la femme de l'apothicaire, qui jurait que la fille ne dormait pas, ne clignait pas des yeux et ne mangeait pas, à moins qu'elle ne soit, il parlera d'abord en rime. Peu de temps après,
La cloche de la chapelle sonna à nouveau une fois brusquement à l'heure de la nuit la plus profonde, et à côté d'elle le berceau est de retour. Personne n'a vu qui l'avait placé, mais c'était sur le seuil de la chapelle, enveloppé dans de la laine et du sel. À l'intérieur, une petite figure de cire avec les yeux fermés et les lèvres cuites. Un fil sortait de sa bouche comme un cordon bilical et se dirigeait vers la crête. Personne n'osait le suivre, mais la plus jeune fille du prédicateur, Eleanora, a commencé à somnambuler cette semaine-là, toujours dans la même direction. Ses parents les attachaient poupées au poteau de lit et priaient plus fort. Mais encore, chaque la nuit, elle se réveillait avec de la boue sous les ongles et ses cheveux mouillés de rosée. Quand lorsqu'on lui demandait de quoi elle rêvait, elle répondait simplement « Les sœurs sont cuisinées ». À la fin du mois, Elora était partie. Son lit intact, ses chaussures sèches, il n'y avait que sa robe de baptême pliée soigneusement sur le banc, où il avait autrefois chanté des psaumes avec les boutons remplacés par de petites dents polies. Le prédicateur s'est effondré ce matin-là, chuchotant une écriture qui n'appartenait à aucune volonté connue. Elle a dit qu'elle avait été enseignée dans un rêve par une main sans doigt, juste un fil doux enveloppé dans de l'asclépiade. Le sol autour de la maison du Kaoué se bombait légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur aurait commencé à prendre racine. Chaque nuit, quand le vent soufflait à travers les champs, apportant le son de quelque chose bercé, pas pleurer, pas roucouler, mais se souvenir. Le dernier été, avant cette paroisse de Cornouillet devrait disparaître de toute mémoire vivante, cela a commencé par une naissance que personne ne pouvait revendiquer. Sur la rive du marais Gallow, où les quenouilles deviennent trop gros et l'air a le goût du fer, un pêcheur a trouvé un garçon enveloppé dans du lin, flottant juste au-dessus de la ligne de flottaison, sec, intact et fredonnant doucement pour lui-même, pas de cordon ombilical, pas de signe de lutte, juste une note cousue dans le tissu avec un fin fil rouge. Conduit à la enfant à la chapelle par habitude, bien qu'à ce moment-là il n'y en ait plus prédicateur. Le clocher s'était enfoncé vers l'intérieur, l'autel s'était fendu et les vitraux avaient fondu leurs os de plomb. Il a laissé l'enfant sur le dernier banc intact et sorti sans regarder en arrière. Cette nuit-là, son bateau de pêche est apparu éclaté sur la rive du fleuve, tout cela disposé sous la forme des bras ouverts d'une femme. Il n'a jamais trouvé son corps. L'enfant, cependant, est restée. Elle a été recueillie par une veuve âgée qui avait survécu à ses 4 enfants et a cessé de parler après que le dernier ait été il a avalé une époque. Il n'a jamais demandé d'où venait la fille, il n'a jamais mis nom, je viens de lui donner du bouillon et de placer un vieux chapelet dans son berceau, pas pour la protéger, mais pour la reconnaître. La fille n'a jamais cligné des yeux, n'a jamais pleuré, il n'a jamais vieilli. Il avait l'habitude de s'asseoir tous les soirs devant la fenêtre face à la crête avec la bouche légèrement ouverte, comme s'il attendait que quelque chose soit mis dedans à l'intérieur. Un matin, la veuve s'est réveillée et a trouvé son propre voile de mariage éparpillé sur le sol, trempé dans du lait. La fille avait disparu. Dans son placé, une balle de feuilles cuites remplie d'eau chaude et une seule vertèbre polie et sculptée avec la lettre M. La même semaine, un garçon, fils du coupère, a commencé à parler en langue pendant qu'il dormait. Il a dit des noms que je ne connais pas, il parlait depuis la fondation de la municipalité. Hult, Rosin, Bethel, tous des morti-naissances, toutes enterrées derrière la chapelle avant la guerre. Sa mère, il a paniqué, a brûlé toutes les crèches de la maison et a enterré les cendres. Mais le discours de l'enfant continuait, chaque nuit plus fluide. Elle a commencé à dessiner avec de la nourriture, faisant des diagrammes parfaits des canaux de naissance, coupe transversale de crâne et sigil de sage-femme de province des Orientaux que personne à Dogwood n'avait jamais visité. Quand l'apothicaire, lorsqu'on lui a demandé où il avait appris, le garçon a souri et a répondu « Ils m'ont laissé dans la moelle ». Il est décédé 2 jours plus tard, sans aucune cause. Il s'est simplement arrêté pour respirer. Ses os, à l'examen, s'étaient ramollis, pliés légèrement, comme si elles attendaient d'être tricotées à nouveau. Au milieu de l'été, 3 autres bébés avaient été retrouvés. Aucun n'était né. Ils avaient tous été placés. Chacun enveloppé dans un tissu blanc, chacun avec une marque à la base de la colonne vertébrale, une rangée de 6 mailles minuscules dans un arc parfait, comme s'ils avaient été piqués par une aiguille courbe. Le 3e bébé n'a ouvert les yeux qu'une seule fois. Selon les témoins, il avait le pupille vertical. Il ne clignait pas des yeux, il ne respirait pas, mais la sage-femme qui a touché son sein a senti un 2e battement de cœur sous le sien. Non, elle a accouché à nouveau. La couture a repris fin juillet.
Il s'est retrouvé enfilé dans des endroits qui n'appartenaient à aucun fil, tissé dans les clôtures, tressé à travers la crinière des chevaux, enroulé à l'intérieur des épis de maïs, pas encore décortiqués. Il était pâle, presque translucide et collant au toucher, comme s'il avait été extrait de quelque chose qui n'avait pas encore refroidi. Les fils, il dégageait une odeur que personne ne pouvait nommer. Doux, mais pas sucré, épais, mais pas putride. Ceux qui ont essayé de le brûler ont dit qu'au lieu de cela, il s'est recroquevillé et a fait un bruit semblable à la respiration coincée dans la gorge. Plus personne ne parlait des sœurs, bon sang, pas parce qu'elles auraient disparu, mais parce que les gens avaient appris qu'à prononcer leur nom n'était pas à invoquer, mais à offrir. Elle était la plus jeune fille du coupère, Ruthie, qui a trouvé le tissu soigneusement plié sur le seuil de l'école abandonnée. Le paquet a été teint d'une teinte ambrée intense avec 3 symboles cuits avec des traits épais et délibérés sur le devant. Personne ne connaissait la langue, mais toutes les vieilles femmes qui le regardaient frissonnaient. Ruthie l'a ramené à la maison en pensant que c'était une courte pointe de poupée. Il l'a enveloppée dans une balle d'héno et lui chanta des berceuses jusqu'à la tombée de la nuit. À minuit réveilla sa mère sans bruit, juste debout au pied de la lit, avec ses mains enroulées autour de sa propre gorge. Ses paumes étaient crues, ses lèvres étaient piquées d'aiguilles et sur la langue à peine visible un seul point serré et sans effusion de sang. Le tissu, elle était épuisée, du moins c'est ce que son père a dit. Mais Ruth n'a plus jamais été la même. Il a arrêté de parler et a cessé de cligner des yeux. Il dormait les yeux ouverts, sans jamais faire face la fenêtre. Lorsque le médecin l'a examinée, il a découvert que sa langue avait disparu depuis terminée. Elle n'était ni coupée ni blessée, elle avait simplement disparu comme s'il aurait été avalé par une racine invisible. Au lieu de cela, la gorge bourdonnait doucement comme une berceuse enfouie sous terre. Cette semaine-là, les oiseaux sont revenus, mais ils ne chantaient plus. Ils étaient perchés sur les toits et les cheminées dans silence absolu, regardaient les fenêtres, les lits, les mères les mains jointes le ventre. Puis vint le son grave au début, presque imperceptible, comme le bois se balançant contre le bois. Mais chaque nuit ça devenait de plus en plus fort, jusqu'à tout le village semblait grincer. Les gens pensaient qu'ils étaient les vieux des arbres qui bougeaient dans le vent, jusqu'à ce qu'ils s'en aperçoivent. C'est juste arrivé quand le vent était calme. Finalement, une femme suivit le son marcher pieds nus à travers le brouillard jusqu'à sa source. Il s'est arrêté à la base de Carway Ridge, où une centaine de lits se tenaient en rangée parfaite sur le herbe, chacun vide, chacun se balançant doucement en place, bien que l'air nocturne bougeait. Au centre se trouvaient les sœurs. À l'avant les yeux fermés, Eunice à ses côtés, une main levée et émerveillée derrière eux, les 2 mains tendues, tenant le fil entre les doigts, sans coudre, écouter comme si le fil chuchotait. La femme s'est retournée et s'est enfuie, mais le matin, ses mains avaient été cousues au poignet avec la même fibre translucide. Et sur sa poitrine, sous le chemisier, il y avait 6 petits points incurvés et délibérés. Il ne parlait plus, il fredonnait juste. À la fin du mois d'août, le peu qui restait la paroisse de Cornouillet avait cessé de ressembler à un village. Les puits fonctionnaient une eau claire qui avait un goût légèrement cendré. Les récoltes étaient conservées dans pied, mais ils n'ont pas porté de fruits. Citrouilles, creuses, tiges coupées, pommes qu'ils s'effondraient sous leur propre poids. Les animaux étaient devenus muets. Les poules pondaient des œufs en forme de larmes plutôt que d'ovales, chacun des îles ne se remplissait pas de jaune, mais d'une épaisse soie pulpeuse. Un agriculteur qui en ouvrit une qu'il trouva à l'intérieur d'une mâchoire miniature parfaite, toujours doux et humide. Il a quitté la ville le lendemain, traînant après lui sa fille dans un chariot rembourré de blocs de sel et d'hymnes, d'église ils répétèrent une seule phrase. Les naissances ne sont pas des naissances, ce sont des retours. Un curé itinérant nommé Otzrich est arrivé à l'abri du brouillard, chargé avec une Bible à oreilles de chien et un crucifix à œillet déformé par le chaleur. J'avais entendu des rumeurs dans les comtés en dehors des mortinescences qu'il respirait à nouveau, des sages-femmes avec des doigts trop longs à engantard, à partir de berceuses chantées par des enfants qui n'étaient pas encore nés. Entré dans Dogwood avec un sermon sur les lèvres plein de jugement et de tonnerre, mais personne ne l'a salué, non pas parce qu'ils ne l'ont pas vu, mais parce qu'ils ont vu ce qui se passait derrière. 3 ombres qui bougeaient sans marcher, sans jamais toucher le sol. Le curé de la paroisse, j'ai dormi dans la chapelle cette nuit-là, même si elle n'avait pas de toit et sentait le lait recul. Il s'est réveillé juste avant l'aube au son de l'eau. Gouttes d'élantes qui tombaient quelque part à proximité. Elle le suivit jusqu'à l'autel. Là,
Assis dans la chair, il y avait un enfant de cire aux yeux enfoncés et aux pieds bouillis. À partir de sa poitrine dégoulinait d'un liquide clair qui fumait lorsqu'il est entré en collision avec la pierre. Elle posa une main sur son front et pleura, non par pitié, mais par pitié reconnaissance. Il quitta la chapelle sans rien emporter. Il marchait pieds nus jusqu'à la maison du Carouet, fredonnant un air plus vieux que les psaumes, et se tenait dans le porte tordu jusqu'à ce qu'une des sœurs ouvre la porte. Qui était-il ? Personne ne pouvait le dire. Leur visage avait commencé à changer dans la mémoire, trop semblables, trop brouillés par le temps et autre chose. Il est entré. La porte s'est fermée. Il n'y avait pas de lumière à travers les fenêtres cette nuit-là, mais le garçon de la ville dormait sans bruit, sans pleurs, sans souffle, seulement le silence, long et chaud et sans fin. Le matin, les bancs de la chapelle se sont réunis empilés 3 par 3, chacun attaché avec du fil ombilical. L'autel avait recommencé, cette fois exposant un espace en dessous sous la forme de utérus, couvert d'oins et de petites marques de griffes. À l'intérieur se trouvait la Bible de riche avec les pages cousues avec du fil d'or. Personne ne l'a lu, personne ne l'a y la joué. Peu de temps après, le brouillard s'est épaissi, le temps a doublé et les gens ont commencé à oublier des noms. D'abord vos voisins, puis vos enfants, puis les vôtres. Mais tout le monde se souvenait des sœurs. Ils se souvenaient du berceau qui attendait même quand aucun enfant n'arrivait. Ils se souvenaient des bols, du fil, du silence entre les respirations et dans les quelques instants avant le rêve, si le rêve venait encore, ils se souvenaient du toucher de quelqu'un brossant doucement ses cheveux de son front et le son d'un berceuse sans parole chanté par des bouches qui n'étaient jamais nées. Au premier gel de 1847, aucune fumée ne sortait des cheminées du paroisse de Cornouillet. Le courrier n'est pas arrivé et les cloches n'ont pas sonné. Les villages autrefois cartographiés en détail par les employés de bureau et les coureurs de circuit, maintenant, ils n'existaient que dans les rêves de ceux qui étaient passés par là. Souvenir d'un à moitié formé de sœurs marchant pieds nus dans des champs où il y a des années que rien ne poussait, des berceuses qui restaient logées au fond de la gorge comme une aiguille avalée. La maison du Carouet était toujours debout, maintenant plus inclinée, comme si elle supportait le poids de quelque chose d'invisible dans ses chambres supérieures. Les volets ne s'ouvraient jamais. Les rideaux n'ont jamais bougé, mais certains y ont prétendu voir des silhouettes aux fenêtres, de grandes silhouettes se balançant doucement, comme si je berçais quelque chose de trop petit pour être vu la route. Le dernier enregistrement de tout visiteur à Dogwood est venu d'un greffier de l'IRS envoyé de Westboro, un homme du nom d'Elias Penn. Il était jeune, célibataire, plein de tabac, et Dieu l'envoyait du comté à comptabilisation des propriétés abandonnées et recouvrement des dettes enfouies pendant beaucoup de temps en marge du Grand Livre. Arrivé à la périphérie de la paroisse sous un ciel pâle, sifflant un hymne sans savoir pourquoi. Dans son sac à dos transportait de l'encre, du papier et un mandat pour saisir les biens de Carouet, dont le titre n'a jamais été officiellement présenté. Passer la nuit dans une cabane vide, à manger des flocons dans une canette et à enlever ses bottes à la porte comme un homme qui s'attend à être accueilli. Il n'a jamais été revu. Semaine ensuite, une femme qui marchait le long de la crête pour ramasser du bois de chauffage l'a trouvé botte placée côte à côte sur les marches de la chapelle, le cuir attaché avec du fil de la couleur du lait blanchi. À l'intérieur de chaque botte, il y avait un seul vertèbre poli et encore chaude au toucher. Le portefeuille était coincé sur la porte de la chapelle. Ils avaient enlevé toutes les pages sauf une, attachée avec un fourchette torsadée en forme de berceau. Seuls les biens transférés ont été lus, aucun enfant n'est laissé non réclamé. Dès lors, les portes de l'église n'étaient pas ouvertes. Les familles ont commencé à couvrir les fenêtres de l'intérieur, pour sceller les greniers, saler les seuils qui n'avaient pas été franchis dans des semaines, non pas pour empêcher quelque chose d'entrer, mais pour le faire sortir. Les enfants naissaient encore, mais ils étaient toujours trop tôt ou trop tard. Une femme, elle a travaillé pendant 16 heures juste pour donner naissance à un morceau de racine et de tissu cuit comme un mannequin d'entraînement. Il l'a nommé quand même et quand il est mort 3 nuits plus tard, les yeux ouverts et le ventre intact, la poupée il est resté chaud pendant 2 jours. Pas de pourriture, pas d'odeur, seulement avec respire. Il est devenu clair que les sœurs Carawar n'étaient plus sages-femmes, voire plus du tout ils l'avaient déjà été. Ils étaient des gardiens. Gardiens de ceux qui ils s'étaient faufilés dedans. Gardiens de ce qu'elles refusaient d'oublier le corps qu'une fois il a porté. Ils ne visitaient plus les maisons, ne bourdonnaient plus sous les fenêtres. Au lieu de cela, sa présence était marquée par le calme, pas de vent,
pas d'oiseaux, et le sentiment soudain et indubitable que quelqu'un quelque part venait de envelopper le monde en silence et attendait qu'il s'endorme. Le gel s'épaississait avec une patience contre nature, s'accrochant au bois qu'il n'absorbait plus l'humidité, grimpant sur les vitres. Ceux qui sont restés dans la paroisse de Dogwood ne marquaient plus le temps par le départ du soleil ou la phase de lune, mais par le bruit des lames de parquet qui craquent sous un poids invisible, les chaises qui bougeaient d'elles-mêmes. Les draps qui se pliaient au coin comme moulés par des mains invisibles. Le cumin riche avant évité, il est devenu quelque chose de pire que redouté. C'est devenu familier, si familier que même les nouveaux arrivants qui traversaient la vallée, les commerçants se perdaient sur des routes qui n'étaient plus pavées, ils s'arrêtaient à flanc de colline, attirés non pas par la direction, mais par la reconnaissance. Un homme, un boucher de câlins, a juré qu'il avait vu cette maison tordue dans les rêves. Je n'étais jamais allé à Dogwood quand j'étais enfant. Son père a affirmé qu'il descendait de tailleurs de pierre, pas de sage-femme. Mais encore, l'homme et il s'arrêta au pied de la crête, enleva son chapeau et pleura sans bruit. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait vu, il a répondu « La pièce dans laquelle je suis né, celle dans laquelle personne souviens-toi ». Son corps a été retrouvé plus tard gisant sur une parcelle de terre sillonnée, avec les bras tendus et la mâchoire désalignée. Un arbre voisin montrait l'empreinte de pas d'un enfant enveloppé dans des couches, pressé contre son écorce, profond, propre, délibéré. Elle a pleuré sagement pendant 7 jours. Les enfants qui ont été laissés à Cornouiller, ils ont recommencé à dessiner des cercles, non seulement sur du papier, mais sur la peau de leurs des bureaux, leurs couvertures, leurs propres avant-bras. Les cercles contenaient toujours 3 points, un haut, 2 bas, formant un berceau inversé. L'école vide les avait emmenés à la long des murs, maintenant peints de fleurs et de cendres, serrés en spirale comme des contractions. Un garçon de 9 ans, dont la mère a réclamé qu'il n'avait pas parlé depuis le premier gel, entra dans les ruines de la chapelle et plaça un paquet enveloppé dans linge sur la chaire. Ce n'était pas une poupée, il ne respirait pas, mais le linge palpitait un peu comme s'il se souvenait de la chaleur. Ce jour-là, il n'a prononcé qu'une phrase, « Non toutes les naissances viennent du sang ». Cet après-midi-là, les fils sont revenus à Aparès, enfilés sur les charnières des portes, entrelacés dans les crinières de chevaux morts, enlacés dans des tresses de maïs suspendues pour sécher dans greniers qui n'étaient plus entrés. Ils s'étiraient en lignes impossibles, disparaissant dans le bosquet, dans les conduits des cheminées, dans le couture de robes intactes depuis des années. Le soir, le ciel est-il revint de l'os et tous les miroirs du village craquèrent en silence. Ce que les habitants de Cornouiller craignaient le plus, ce n'était pas le retour des sœurs, c'était de se rendre compte qu'elles ne reviendraient jamais étaient parties, que ce qui se déplaçait le long de la crête et dans les veines de chaque casa n'est pas né du mal ou d'un miracle, mais de la mémoire. Un souvenir si vieux qu'il avait pris racine, des noms et des berceuses qui se transmettaient en rêve sous les lames de parquet, dans le silence entrelait le souffle d'un bébé et son premier cri. Et les sœurs Carao, qui étaient encore debout dans cette maison tordue avec des lampes qui n'avaient jamais besoin d'être allumées. Ils avaient simplement attendu assez longtemps pour que les gens se souviennent ça leur appartenait. Les dernières chutes de neige sont arrivées bientôt, couvrant paroisse de Cornouiller avant que la récolte ne pourrisse. Il est arrivé sans faire de bruit, lourd et humide, faisant taire le village à une fin telle que même les fidèles ont cessé de parler fort. Pas de sermon, pas de bénédiction, pas d'encouragement au-dessus d'un murmure. La neige ne fondait pas, elle collait à des fenêtres et des toits, des clôtures et des arbres, jusqu'à ce que toute la crête semble enveloppée, nichée comme un berceau juste avant le coucher. Aucune trace de la île marquait. Aucun animal ne se déplaçait à travers elle. Elle restait intacte, comme si son propre plancher aurait été posé. Et puis, de la neige est venu l'abourdonnement. Ce ne sont pas les douces berceuses de l'accouchement, ni les rythmes doux qu'ils étaient autrefois chantés pour soulager la douleur d'une mère. Ça venait de partout, de sous le plancher, de derrière les murs, de l'intérieur des piles sèches pendant un certain temps et a apporté avec elle une chaleur étrange, non pas de feu, mais de la respiration, le type de chaleur dégagée par le corps lorsqu'il est enveloppé trop long. Les enfants ont commencé à somnoler par paires. Elles le sont, je les ai trouvées se tenant la main debout au centre du village, leurs yeux très ouverts, les têtes penchées comme s'ils écoutaient une histoire que seuls ils pouvaient entendre. Ils n'ont pas prononcé un mot, mais quand le médecin a mis son oreille à la poitrine de l'un d'eux, reculé. « Ce n'est pas son rythme cardiaque, murmura-t-elle tremblante. Ce n'est pas le sien. » Dans les ruines de la chapelle, le dernier signe est apparu. Une berceau non sculptée, non élaborée, mais cultivée.
Le bois était courbé vers à l'intérieur comme des côtes, adouci par le vent qui ne l'avait jamais touché. Dansons à l'intérieur, posé un paquet de draps marqués d'un seul point, 3 boucles tressées en spirale identiques au sceau de l'ancienne sage-femme, qui une fois, il a été enregistré par le feu à la porte du Karaoui. Ceux qui l'ont vu, ils se sont mis d'accord sur une seule chose. Il battait lentement comme le battement d'un cœur en eau profonde. Personne ne l'a touché, personne n'a prié. Un jour plus tard, le vent s'est arrêté pour terminer. La maison de Carvy a disparu cette nuit-là, pas avec le tonnerre où tu appelles. En un instant, elle se tenait de travers et vigilante. Le suivant, il y avait disparu. À sa place, une dépression en forme de bassin dans la terre, large, profonde, bordée de poils. La neige tombait là, l'air n'était pas agité, il n'y avait qu'une légère arôme, lait sucré et pain et quelque chose de plus vieux, plus salé, comme du sang lavé trop de fois sur le même tissu. Au matin, les derniers habitants de la légende se rassemblèrent sans parler. Ils sont restés silencieux sur le bord de la dépression avec les mains croisées sur la poitrine. Certains pleuraient, d'autres ils souriaient. Personne ne bougeait pour partir. Et un par un, ils ont commencé à fredonner, pas une chanson, pas un psaume, mais le son du ventre dont on se souvient, le vibration d'être retenu avant que le monde ne vous demande de respirer. Une fois que vous nommez avant, cousant avant le bruit, quand la neige enfin s'a fondu. Cornouiller n'était plus marqué sur aucune carte. Pas de route, je conduisais vers lui, aucune lettre n'arrivait. Mais quelque part, quand la nuit est assez calme, les mères se réveillent encore soudainement, serrant le ventre sans savoir pourquoi, et au loin quelque chose bascule. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que certains endroits ne disparaissent pas, ils sont désillusionnés. La paroisse de Dogwood n'est jamais effacée, déroulée, démêlée point par point jusqu'à ce qu'il ressemble à autre chose plus vieux qu'un peuple, plus vieux que les Écritures, plus vieux que les ossoles. Quelque chose qui s'est passé de mère en fille en silence, avec rythme, avec peur. Les sœurs Carway n'ont jamais été sages-femmes, pas vraiment. C'étaient des souvenirs, des mains qu'ils détenaient ce que le monde refusait de détenir. Ils chuchotaient à l'enfant à naître, ils rendaient ce qui avait été oublié. Et quand le moment est venu, ils n'ont jamais demandé merci, juste le silence, juste l'immobilité, juste pour qu'on se souvienne dans les berceuses que non ils finissent. Certains disent qu'ils marchent encore. 3 chiffres qui peuvent être vus à bordure des champs passants sans ombre. Pieds nus même à travers le frost. D'autres affirment que dans les brefs moments entre le sommeil et l'éveil, ils ont entendu le doux claquement du fil dans la chair, le lent craquement d'un berceau vide, le silence haletant d'une pièce sur le point d'entrée. Peut-être que Cornouiller ne le fera jamais à jamais exister. Il existe peut-être encore. Donc, si jamais vous trouvez un bol à votre porte rempli de quelque chose d'épais et de chaud, ou vous entendez votre enfant chanter dedans une langue que vous ne lui avez jamais apprise, ne répondez pas tout de suite. Ne prononcez pas leur nom. Écoutez simplement, et quoi que vous fassiez. Non nomme ce qui n'a jamais été. Abonnez-vous à nous et la suite sortira très bientôt.